Grand intérêt chez les pays amicaux pour l'éducation russe. Нашу школу, En fait, наверно, nous devons construire notre école d'ingénierie детского dès сада. la maternelle. Вчера мы активно обсуждали начало, Hier, nous avons discuté de la nécessité de la construire dès les premières années de l'école, которую qui accueille non seulement des enseignants travaillant selon une méthodologie pour former des spécialistes подготовки специалистов, et qui met l'accent sur des sciences exactes, la physique et les mathématiques, но и одновременно туда mais elle accueille aussi des représentants d'entreprises. они рассказывают детям о Ils parlent aux enfants de leurs entreprises et organisent des visites guidées. экскурсии на свои предприятия. И дети постепенно начинают по мере Pendant leurs études, les enfants commencent peu à peu à s'y intéresser. в игровой форме проводятся квесты энергетические. On organise des ateliers et des quêtes sous forme de jeux consacrés au domaine énergétique parce que les enfants aiment bien les jeux. Дело начинается процедура наставника. C'est là que le mentorat commence. Потом наступает момент, когда дети принимают решение Ensuite, после 9 класса les élèves или doivent продолжать décider дальше учиться в s'ils школе, veulent poursuivre или leurs идти в études à среднее l'école специальное заведение. Вот уже ou entrer dans un établissement de в 9 formation классе professionnelle. мы так инструктируем, чтобы наши СПО Nous chargeons ces établissements de visiter les écoles pour обязательно parler aux рассказывали, enfants du какое type de formation образование они qu'ils могут pourraient y получить, recevoir беседовали с et pour leur детьми, présenter дети en могут général познакомиться ces établissements. с этими образовательными учреждениями. Nous voulons assurer une transition aussi fluide et harmonieuse que possible, un passage sans rupture, afin d'éviter tout stress supplémentaire pour l'enfant. Il est essentiel qu'il puisse choisir, qu'il sente qu'il ne sera pas laissé de côté, mais qu'il progresse naturellement vers une nouvelle étape de son parcours éducatif. Ceux qui resteront à l'école continueront à y travailler. Ensuite, ce sera la même chose pour l'enseignement supérieur, puis pour l'entrée dans la vie professionnelle. Dans les universités comme dans les établissements d'enseignement professionnel, nous créons, en partenariat avec les entreprises, des laboratoires spécialisés. Notre objectif est que les élèves apprennent de suite en utilisant les mêmes outils que ceux qu'ils utiliseront plus tard dans leur travail. Et une fois arrivés sur leur lieu de travail, ces jeunes sont accueillis par des tuteurs. Le rôle du tuteur est d'aider le jeune diplômé à s'intégrer le plus rapidement possible, prendre ses marques et devenir un véritable spécialiste. Ensuite, à son tour, il devient tuteur. Ainsi, se met en place un véritable cycle de transmission des savoirs et des compétences. Entre 2025 et 2030, nous allons consentir d'importants investissements et déployer de grands efforts pour former ces spécialistes. Les résultats de ces investissements se manifesteront à partir de 2030, lorsque ces jeunes reviendront travailler. Mais nous estimons que ces investissements sont pleinement justifiés. Comme on dit, nos enfants sont le meilleur des investissements. Ces approches suscitent également l'intérêt de nos partenaires étrangers. Lorsque nous expliquons que nos enfants auront la possibilité, dès l'école, puis naturellement dans les établissements d'enseignement professionnel et supérieur, d'échanger activement entre eux, de passer du temps ensemble et de participer conjointement à des projets de recherche ou de développement, cela rencontre toujours un vif écho. C'est pourquoi nous avons évoqué l'école russe d'ingénierie. Le second point, tout aussi essentiel, concerne la question des valeurs et de l'avenir. Chaque fois qu'un modèle de développement change, il s'accompagne inévitablement de tensions à l'échelle mondiale. Historiquement, chaque transition d'un paradigme technologique à un autre s'est souvent accompagnée d'événements négatifs. Autrefois, ces transformations se produisaient une fois tous les quelques siècles, puis au fil du temps, plusieurs fois au cours d'un même siècle. Aujourd'hui, nous voyons comment un nouveau cycle technologique émerge en l'espace de 10 à 20 ans sous nos yeux au sein d'une seule génération. Il est essentiel, donc, de savoir sur quelles valeurs se baser en abordant la nouvelle étape technologique. Il est crucial, à notre sens, de comprendre selon quels principes nous construirons le nouveau système énergétique mondial. Voici un principe significatif que nous avons tous formulé ensemble et qui a vu le jour ici, il y a un an, dans le cadre de la Semaine russe de l'énergie, lorsque 10 ministres de l'énergie des pays des BRICS se sont réunis pour formuler leur position sur la transition énergétique.
Si vous vous souvenez, on était sous pression. Tout devait être exploité. Le soleil, le vent et tout le reste. Ce n'est pas bien. On nous imposait des standards. Alors, nous avons dû tenir une réunion lors de laquelle on a voté à l'unanimité pour un communiqué qui répondrait à ces défis. Et cela a montré une unité extraordinaire. Et c'est ce qui a formé la base du principe de l'énergie équitable. Ce communiqué a ensuite été discuté dans le cadre de l'OCS et des BRICS. Cette idée a pris de l'ampleur pour finalement constituer la position d'une énergie équitable qui permette à tous les pays de vivre en harmonie les uns avec les autres, qui est fondée sur des principes d'égalité, de respect et de confiance mutuelle, et d'échange de technologies, de connaissances scientifiques et de projets conjoints dans le domaine énergétique. Avec cette approche, notre énergie contribuera au développement de notre civilisation. Si nous ne la respectons pas, l'humanité dispose actuellement d'une grande quantité d'énergie, car nous avons appris à en produire à partir de tout. Et si nous ne respectons pas les principes fondamentaux d'égalité et employons des principes injustes, cela peut mener à de grands conflits et défis pour notre civilisation. Aujourd'hui, nous comprenons que le principe d'égalité énergétique est l'un des fondements mêmes de l'existence de notre civilisation. Cela me réjouit de voir que nous façonnons tous ensemble ce principe. Chacun de nous essaye d'y contribuer. Et à mon avis, nous réussissons tous. Comme vous l'avez dit, on accueille un bon nombre de participants, de partenaires qui viennent de pays différents pour assister à la semaine russe de l'énergie. Parlons plus précisément de l'Inde et de la Chine. Comment évalueriez-vous les perspectives de coopération avec ces consommateurs qui sont le plus importants de l'énergie russe? Actuellement, nous travaillons de manière engagée tant avec l'Inde qu'avec la Chine. Nombre de programmes conjoints sont envisagés. Je peux dire, pour sûr, qu'en ce moment, notre coopération avec l'Inde connaît un essor important dans le domaine énergétique. Nous fournissons en grande quantité le pétrole, le charbon et le gaz liquéfié. Ces derniers temps, l'Inde se retrouve sous pression pour renoncer à acheter de l'énergie russe. Sauf que, voyez-vous, nos relations se sont avérées plus solides que la pression exercée. Et cela constitue un des progrès importants de notre coopération. D'ailleurs, nous en avons parlé avec l'Inde. Elle a aussi voté pour une énergie équitable. Elle aussi partage ces principes. Pour ce qui est de la Chine, des documents importants ont été signés lors de la rencontre des dirigeants de l'OCS. Et tout le monde a ainsi constaté que les relations entre la Russie et la Chine, dans le domaine énergétique, ont atteint un nouveau niveau. Les parties ont signé des accords sur la construction de pipelines et la fourniture de gaz. Une attention particulière a été accordée aux livraisons de gaz liquéfié, ce qui est également très important. Avec la Chine, nous échangeons également des technologies et élaborons ensemble des approches communes en matière de développement. La Chine, certes, mais pas seulement. Dans presque tous les pays où nous nous rendons, on se souvient de la Russie, car partout dans le monde, nous avons laissé notre empreinte, nous y avons bâti quelque chose. Et dans le domaine de l'énergie, nombre de ces réalisations continuent de fonctionner aujourd'hui et avec succès. Nous disposons d'une expérience historique considérable, une expérience solide et fructueuse qui nous permet aujourd'hui de construire nos relations sur des bases éprouvées. C'est pourquoi je suis convaincu que nos relations avec l'Inde et avec la Chine ne feront que se renforcer.
De nombreux participants africains étaient présents au forum et une session a été consacrée à la mise en œuvre pratique de projets concrets entre la Russie et l'Afrique. Fin juillet, vous avez vous-même visité les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Comment le marché africain est-il perçu par le ministère russe de l'Énergie? Pourrait-on en parler comme de l'un des axes prioritaires pour le développement de la coopération énergétique de la Russie? Le continent africain est aujourd'hui l'un des continents qui se développe le plus rapidement au monde. C'est sans doute aussi le plus jeune et il dispose d'un immense potentiel de croissance. Actuellement, il ne produit qu'environ 280 gigawatts d'électricité, ce qui est très peu pour un continent d'une telle taille. Plus de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et près d'1 milliard de personnes cuisinent encore au feu de bois, souvent à partir de déchets biologiques. La question énergétique en Afrique est donc particulièrement cruciale. Or, avec une population jeune, en plein essor, avide de progrès et désireuse d'apprendre rapidement, l'Afrique a besoin de nouvelles technologies et de nouvelles approches. Et cette jeunesse est prête à apprendre et travailler avec la Russie. Je considère l'Afrique comme la région du monde qui ressent le plus vivement ce que signifie l'injustice ou la justice énergétique. Lorsque j'ai animé une session similaire à Saint-Pétersbourg, consacrée à la justice énergétique, 2 représentants de pays africains étaient à mes côtés. J'ai commencé par exposer ma vision sur cette question. Puis, je leur ai donné la parole. Et ils ont expliqué avec une telle clarté, une telle précision qu'ils ne toléreraient plus jamais une approche coloniale injuste. Ils défendent l'égalité, le développement partagé, mais rejettent fermement toute domination d'un pays sur un autre au profit de ses propres intérêts. C'est justement en Afrique que le principe de justice énergétique trouve un écho particulièrement fort. Vous avez raison. J'étais récemment en Afrique, où nous avons déjà signé le tout premier accord intergouvernemental et mis en place une commission entre la Russie et le Mali. J'ai eu l'honneur d'être nommé coprésident de la partie russe de cette commission. Des documents similaires sont en cours de finalisation avec le Niger et le Burkina Faso, et je pense qu'un certain nombre d'autres pays viendront bientôt s'y joindre. Nous sommes en train d'établir des standards de coopération intergouvernementale. Je considère que, d'après notre expérience et celle de nos relations avec d'autres États, plusieurs niveaux d'interaction doivent être envisagés. Le premier niveau est celui de la coopération gouvernementale qui s'organise précisément dans le cadre des commissions intergouvernementales où tout est réglementé. Le second niveau concerne les relations directes entre entreprises. Notre mission, au sein de ces commissions intergouvernementales, est de créer toutes les conditions nécessaires pour permettre aux milieux d'affaires russes et africains de coopérer activement, de développer leurs échanges et de les soutenir dans cette voie. Lorsqu'il existe des obstacles, nous nous efforçons de les enlever. Nous n'intervenons jamais dans les négociations commerciales. La fixation des prix, les conditions de contrat, tout cela relève des entreprises elles-mêmes. Notre rôle consiste à l'accompagnement dans ces processus et la création d'un cadre favorable à la coopération. Ce sont précisément ces standards que nous mettons aujourd'hui en place. Parallèlement, nous apportons nos propres standards en matière de formation comme d'approche. À titre d'exemple, les 3 pays du Sahel ont exprimé leur intérêt pour l'énergie nucléaire. Nous leur avons répondu que nous comprenions parfaitement ce choix et que l'avenir appartenait réellement au nucléaire. Nous vous comprenons et sommes prêts à vous aider, mais avançons étape par étape. Il ne s'agit pas simplement de livrer des équipements ou de construire une centrale. Il faut mettre en place tout un écosystème qui commence par la formation. Vos cadres et vos spécialistes doivent d'abord être préparés afin de pouvoir ensuite construire et utiliser cette centrale nucléaire. C'est pourquoi dans chacun de ces 3 pays,
nous avons commencé par une priorité essentielle, la formation des spécialistes. Nous accueillons des étudiants dans nos établissements dans le cadre du quota fixé par le ministère de la Science et de l'Enseignement supérieur. Rosatom dispose également de son propre quota et accueille, au sein de ses instituts, de futurs spécialistes pour les former. Avec chacun de ces pays, nous avons défini ensemble les modalités liées à ces quotas et à l'envoi des étudiants. Nous transmettons les instructions nécessaires et ce sont les autorités locales qui sélectionnent elles-mêmes les futurs ingénieurs dans le secteur du nucléaire avant de les envoyer suivre une formation en Russie. Ce programme de coopération avec ces 3 États est déjà en cours. Vous avez mentionné la commission intergouvernementale conjointe avec le Mali. Vous avez participé à sa première réunion à Bamako en juillet. Comment évaluez-vous l'importance du travail de cette commission et pourquoi est-il important de créer des commissions de ce type avec les pays africains? Tout d'abord, chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès verbal. Ainsi, nous fixons des plans clairs et concrets sur ce qui doit être fait. À chaque réunion de la commission, nous faisons le bilan des plans précédents et nous planifions clairement ce que nous devons accomplir pour la période suivante. C'est cette planification rigoureuse, ce travail conjoint et mutuel qui, à mon avis, constitue le pilier principal du travail de la commission intergouvernementale. Vous avez dit que l'année dernière, dans le cadre de la Semaine russe de l'énergie, une réunion des ministres